Donc, la parole est à Thierry Lecomte, qui va nous parler de la répartition actuelle des ongulés ouest-européens, actuelle mais qui dépend un peu du passé, avec notamment le cas d'Élan. Bien, bonjour. Je vais donc essayer de vous parler de la répartition actuelle donc, des ongulés ouest-européens, et je l'ai intitulé de manière un petit peu provocante une répartition contre nature, et je développerai un petit peu donc l'exemple de l'élan. Auparavant, j'aurais voulu quand même dédier cette communication à Marie-Charlotte Saint-Giron. Je le fais parce que je fais partie du canal historique de la Société française d'études des poissons mammifères, je suis également membre fondateur, ancien administrateur et ancien membre du bureau donc, de cette société, et je voulais rendre hommage donc, à Madame Saint-Giron, qui a porté pendant de longues années cette société, et beaucoup de jeunes dont j'étais ont bénéficié donc de son aide à l'étude des mammifères. La communication que je me propose de faire donc va être un petit peu tournée vers une vision écosystémique, parce que je suis écologue de formation. J'aurais pu, comme Evelyne l'a fait tout à l'heure, avoir une approche de paléontologue, mais je ne suis pas historien, je ne suis pas paléontologue, je ne suis pas historien, je ne suis pas géographe, donc si vous voulez, tous ces angles d'attaque qu'on aurait pu prendre, vous n'allez pas les retrouver aujourd'hui. Je vais plutôt insister sur les différents points qui s'affichent, notamment essayer de recadrer un petit peu la notion d'herbivorie, le problème des guides, sur lequel on n'insiste souvent pas assez, et puis les stratégies de refuge des espèces survivantes, etc. Donc vous voyez un peu les différents items qui s'affichent et que je vais essayer de développer dans le temps qui m'est imparti. Le premier point, c'est quand même de constater que nous sommes avec l'herbivorie, c'est une constante qui est au niveau des airs, au niveau de l'espace, quasi totale, puisque à l'ère secondaire, la plupart des dinosauriens sont d'abord des herbivores, et cette constante donc, dans le fonctionnement des écosystèmes va se retrouver au tertiaire, va se retrouver au quaternaire. Et dans ce qui me concerne, les mammifères ongulés donc, sont souvent très diversifiés, puisqu'on aura plusieurs familles comme les bovidés, les équidés, les cervidés, les antilopes, etc. Et donc qui vont être également présents en Europe occidentale, comme on en a eu la démonstration donc, tout à l'heure. Il faut quand même préciser qu'il y a parfois des relais ou des compléments qui peuvent être liés à des marsupiaux sur d'autres continents, certains rongeurs, des primates, des oiseaux, des reptiles. On pourrait citer les îles de l'océan Indien, par exemple, où ce sont des tortues terrestres qui jouent ce rôle d'herbivores et qui maintiennent donc des milieux ouverts. Les écosystèmes donc, sont des échiquiers complexes, leurs composants sont en coévolution permanente, et ces écosystèmes ne sont jamais achevés, et on a toujours des glissements de l'un vers l'autre. On en a eu la démonstration avec la communication précédente. Donc ce qu'il faut bien essayer ce dont il faut s'imprégner, c'est qu'il y a une coévolution en fait, entre les systèmes herbacés qui sont faits pour être broutés, et donc les herbivores qui sont faits pour brouter. Donc tout ça, ça fonctionne l'un avec l'autre, et on ne peut pas imaginer un système qui fonctionne l'un sans l'autre. Alors bien sûr, l'homme, on a commencé à introduire un petit peu sa participation donc, dans l'évolution de la distribution spatiale donc, des mammifères ongulés. Donc l'homme, évidemment, en détruisant soit de façon partielle, soit de façon totale, voire en introduisant parfois des espèces dans différents écosystèmes, va jouer un rôle donc, de plus en plus déterminant dans ces relations entre herbivores et biodiversité. Alors, qu'est-ce que c'est que l'herbivorie? Donc, c'est une notion qui souvent a été un peu faussée par l'agronomie, puisque, en fait, le foin ou l'ensilage de graminées est quand même assez récent à l'échelle temporelle des ongulés. Donc, dans beaucoup d'écosystèmes, à saison contrastée, les herbivores ne vont pas manger que de l'herbe. Ils consomment en automne des fruits d'arbres durs, des glands, des faînes, des châtaignes, etc. Ça va avoir deux conséquences. La première, c'est d'augmenter la réserve corporelle. Ce n'est pas inutile, donc à l'approche d'une période plus difficile. Et ça va également limiter le développement de ligneux, puisqu'on aura une prédation directe sur les semences des dits ligneux. En hiver, on va avoir des prélèvements qui vont être importants sur les écorces, sur les rameaux, sur les jeunes ligneux, avec deux conséquences. Pour l'animal, bien, c'est pas toujours très très nutritif, donc il va perdre un petit peu ses réserves corporelles. C'est le phénomène d'accordéon en zootechnie, les animaux prennent du poids et puis maigrissent, etc. Donc ça se fait chez une quantité de groupes au niveau de la faune.
Il va y avoir aussi la limitation donc, du développement des ligneux par prédation de jeunes sujets et par affaiblissement, voire destruction. On peut avoir sur des arbres, par exemple, qui sont écorcés, une synergie avec des insectes, des champignons, des coups de vent, etc., donc qui vont constituer un facteur un petit peu antagoniste donc, de la dynamique de la végétation. Alors les ongulés sont déclinés souvent en 3 guildes. Donc c'est d'après Ron Smith qui a travaillé sur les méga-herbivores. Donc en gros, il y a les petits, moins de 100 kg, les grands c'est entre 100 kg et 1 tonne, et puis les méga-herbivores c'est au-delà d'1 tonne. Et on a souvent un effet domino qui est reconnu, donc là on peut encore étudier les méga-herbivores, c'est-à-dire que quand les méga-herbivores disparaissent, on a par effet domino donc la disparition d'herbivores de plus petite taille et ainsi de suite. Donc ce qui peut également expliquer certains mouvements donc, ou certaines disparitions de certaines espèces. Je vous invite à vous rapprocher parfois d'études qui sont faites sur d'autres continents, notamment en ce qui concerne les bovins. Vu qu'on n'a plus de bovins sauvages, eh bien, on est très content d'avoir des études sur les buffles, par exemple, qui permettent de comprendre un petit peu le fonctionnement donc, de ce type d'animaux, puisqu'on a une espèce de vide scientifique autour des grandes espèces d'ongulés de nos régions, puisqu'ils ont disparu, pour certains, donc, depuis un certain temps. Alors, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que, alors, je termine avec mes méga-herbivores, donc, ça, on a fait le tour tout à l'heure, et surtout, aujourd'hui, beaucoup de grands ou de petits herbivores sont davantage représentés par des formes domestiques. Alors, quel est le panorama européen donc, des petits et grands herbivores? Donc, ça, c'est extrait d'un site qui s'intéresse à la vie sauvage. Ce qu'il faut retenir, c'est le côté, au niveau régime alimentaire, vous avez les brouteurs, je dirais, purs et durs, qui sont plus sur votre droite, et les consommateurs de ligneux plutôt à gauche, en sachant qu'en fait, l'essentiel des espèces peut, selon les saisons, selon les circonstances, selon la disponibilité alimentaire, être un petit peu des deux et manger à la fois des rameaux, des branches, des écorces et en même temps des plantes herbacées. Quelles sont les espèces principales de la période historique? Eh bien, le bison qui va quand même quitter notre région, je crois, autour du 7e siècle, donc c'est quand même une disparition relativement récente. L'élan, dont je dirais quelques mots tout à l'heure, qui est une espèce qui a fréquenté également notre territoire. L'auroch, qui a disparu, le dernier, je crois, tué vers 1627. Et aujourd'hui, ce sont des aurochs reconstitués, qui en fait correspondent je dirais, on a la carrosserie, mais on n'a pas forcément le moteur. Et on a, si vous voulez, en ce qui concerne les chevaux, ce type de cheval, le Konik-Polski, qui se rapproche fortement du petit cheval sauvage qu'on pouvait avoir, le Typhérus dont parlait Marc Michaud tout à l'heure. Alors, quelques mots sur l'extermination agro-silvogénétique. On parle souvent de l'équilibre agro-silvopastoral, donc là on va faire un petit peu le contraire. En fait, on a une pression forte, depuis la préhistoire, sur ces herbivores, parce que c'est la ressource alimentaire, et vous savez qu'il y a un rapport en écologie, un rapport important pour le prédateur. Il faut que l'énergie qu'il dépense soit inférieure à l'énergie qu'il va recevoir quand il va consommer sa proie. Donc plus la proie est grosse, plus c'est intéressant. Donc on comprend bien que les grosses proies est intéressées en priorité. Tout à l'heure, il y avait une représentation de l'éléphant antique. On en a retrouvé de temps en temps dans les squelettes avec des pointes de saguet plantées dans les côtes, ce qui laisse à penser qu'on s'est intéressé aussi à ces grosses espèces sous l'angle culinaire. Alors, une fois qu'on va commencer à voir les troupeaux qui se raréfient, je pense que l'homme a été assez malin pour se dire qu'il était en train de scier la branche sur laquelle il était assis, et donc il a commencé à s'intéresser à la domestication, c'est-à-dire essayer de préserver le capital de protéines que représentaient ces animaux. Et donc, en domestiquant, il va sélectionner, et là, ça va être la catastrophe pour les animaux sauvages qui vont rester, parce que quand vous avez des vaches qui ont déjà 500 ans, 1000 ans de sélection, si un auroch sauvage revient les couvrir, vous revenez un peu à la case départ en termes, disons, de sélection. Donc je pense qu'il y a une pression très forte pour continuer l'éradication des espèces sauvages, notamment celles qui avaient permis le développement d'espèces de races domestiques. Et à partir de là, l'espèce humaine va se scinder en deux entités. Il va y avoir le forestier qui va plutôt
s'intéresser au domaine de la forêt. Et dans la forêt, les grands herbivores ne vont pas être trop bien vus, puisque on sait qu'ils vont faire des dégâts et qu'ils peuvent remettre en cause la régénération, entre guillemets, donc naturelle de ces dites forêts. Et puis, on va avoir plutôt côté au milieu ouvert, donc l'agronome qui va lui aussi préférer les champs d'un côté ou les prairies avec des animaux domestiques, et là encore, les animaux sauvages ne seront pas les bienvenus. Donc on se rend compte, si vous voulez, dans cette partition de l'espace, dans cette répartition entre donc le milieu fermé et le milieu ouvert, qui est une répartition finalement assez artificielle au bout du compte. Et aujourd'hui, on peut se poser un peu la question donc de l'avenir, notamment des milieux prairiaux, puisque vous avez aujourd'hui un petit peu le diktat de la charrue, c'est-à-dire là où la charrue passe, la prairie trépasse, où là elle ne passe pas, c'est le boisement donc, qui va s'installer, soit spontané, soit planté, et là aussi les milieux ouverts disparaissent. Donc on a vraiment un problème au niveau de la biodiversité. Et donc on peut peut-être aujourd'hui militer vers une restauration du milieu composite, qui serait cette fois-ci un peu plus le domaine de l'écologue et des ongulés. Alors quelles sont les stratégies de refuge des espèces survivantes? On peut déjà partir du constat selon lequel plus l'espèce est grande, plus elle est anthropo-vulnérable. Les grosses espèces disparaissent avant les espèces de petite taille, d'une manière générale. C'est vrai pour les vertébrés, c'est vrai pour les reptiles, c'est vrai pour les oiseaux, c'est vrai pour beaucoup d'autres espèces. Et la constante en réponse de ce constat, c'est finalement pour ces espèces fuir la pression anthropique. Alors comment ces espèces vont fuir la pression anthropique? La première étape, c'est aller dans des milieux refuges. Les milieux forestiers seront fermants, et bien on va se réfugier vers les milieux fermés. Le chevreuil va devenir forestier, le cerf, qui est plutôt une espèce de milieu ouvert, va devenir également forestier. Aujourd'hui, on s'ébobie parfois de voir donc le chevreuil guidoplène, en fait, c'est tout à fait son milieu également. La deuxième étape, eh bien, ça va être un cran un petit peu plus important. Ça va être de changer carrément de site. Les grimpeurs vont se réfugier en altitude, c'est le cas d'une antilope comme le chamois, et les marcheurs, comme l'élan par exemple, vont se réfugier en latitude. Et puis la troisième étape, il n'y en a pas, parce qu'en fait, on va sortir de la niche écologique des espèces qui, alors, sont sur le tremplin de la disparition. Alors, petit rappel sur la notion de climat, c'est un concept qui est assez réducteur parce qu'il repose sur une trilogie qui est le climat, le sol, végétation, mais qui ne prend pas en compte la faune, et en particulier l'herbivorie. C'est quand même embêtant parce qu'en termes de biodiversité, la faune, c'est 80% des espèces. Et donc, c'est important de faire la distinction après, donc d'éviter la confusion entre une évolution qu'on pourrait qualifier de naturelle quand l'écosystème est complet, et une évolution spontanée quand l'écosystème est amputé de certaines de ses fonctions, dont l'herbivorie, puisque la pression de pâturage va jouer, si vous voulez, un facteur antagoniste donc, de la dynamique de la végétation dans son contexte pédoclimatique. C'est pour ça que tout à l'heure on évoquait dans le cadre du projet de parc national des forêts la notion de réserve intégrale, une réserve intégrale dans laquelle il n'y aurait pas une guilde d'herbivores, à mon avis, ce ne serait pas une réserve intégrale. Alors, quelques mots sur l'élan. Donc, l'élan va quitter l'Europe occidentale entre le 9e et le 11e siècle. Ce qui est important de savoir, parce qu'il y a énormément d'idées reçues au sujet de l'élan, que c'est un animal des zones marécageuses, que c'est un animal du Nord, etc. Bon, tout ça, en fait, c'est pas du tout vrai, puisqu'il va coiffer différents biomes qui vont de la toundra et la taïga jusqu'aux steppes et au semi-désert, en passant bien sûr par les forêts sempervirantes et caducifoliées. Donc depuis quelques années, il reconquiert le sud, on va s'y attarder un petit peu dans 5 minutes. C'est un animal qui est assez léger en termes de charge, puisqu'il fait aux alentours de 440 grammes au centimètre carré, donc 2 fois plus que le renne, mais 2 fois moins que les équidés ou les bovidés. Donc ça peut être intéressant, notamment dans les zones humides, en termes d'outils de gestion. C'est un grand consommateur de ligneux, environ 25 kg par jour, c'est-à-dire que sur une saison hivernale, c'est 4,5 tonnes de ligneux qu'il lui faut donc sur 6 mois de période hivernale. Et il y a déjà quelques expériences qui sont certaines axées sur le tourisme, dans le parc de la Forêt d'Orient, de reconstituer une guilde avec 4 espèces dont l'élan. Il y a également des projets de réintroduction en liberté ou en enclos qui sont déjà fonctionnels. Je pense par exemple au parc naturel de Kampinovski, donc c'est à quelques dizaines de kilomètres de Varsovie, où on a réintroduit l'élan. De temps en temps, il y a des élans qui viennent se balader à Varsovie, donc en longeant les berges de la Vistule.
Alors, la régression de l'élan. Donc, ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que sa distribution historique allait jusqu'aux limites du Caucase, donc, ce qui permettait donc la couverture de ces différents grands biomes. Alors, pour l'élan, aujourd'hui, on pense qu'il y a deux espèces, l'espèce Alces alces et l'espèce donc Alces americanus. D'autres auteurs voient 7 sous-espèces, d'autres en voient 8. À la limite, je dirais peu importe, il faudrait quand même valider, notamment sur la zone de contact entre les deux espèces au niveau Eurasie, voir s'il n'y a pas hybridation ou métissage donc, de ces animaux. Alors, si vous regardez la guerre des Gaules, enfin ce qu'a pu écrire César ou ses proches, donc à l'époque celtique, il décrit comment le Gaulois chasse l'élan donc dans les milieux de l'époque. Et en fait, il ne va disparaître de l'Alsace qu'au Xe siècle. Donc c'est une disparition qui est assez récente. J'en profite pour dire que dans la plupart des ouvrages que vous pourrez regarder sur les espèces disparues en France, jamais l'élan est mentionné. On parle de l'Europe, on parle de tas de choses, mais jamais l'élan est mentionné. C'est vraiment, il y a une espèce de vide autour de cette espèce par rapport à nos régions. Bon, on en tue donc en Bavière encore au 8e siècle. En Suisse, l'élan reste commun jusqu'aux alentours de l'an 1000. En Flandre, les derniers élans donc tués sont vers 900. Donc on voit bien à peu près la période, disons, de régression de cette espèce pour l'Europe occidentale. En Europe centrale, ça va prendre un petit peu plus de temps, puisque vous voyez, au XIVe siècle, XVIe, XVIIIe siècle, donc on aura encore des élans dans l'Europe centrale. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur une aire de répartition qui est très réduite, telle que je vous le montre. Alors les choses sont en train d'évoluer, puisque vous voyez par exemple en Russie européenne, donc l'élan va revenir, vous voyez, entre 1920, 1952, 1960, et il retrouve maintenant sa place en bordure donc, du Caucase. Et vous voyez sur la carte qui est à droite, la zone caucasienne est de nouveau occupée par l'élan. Et maintenant, il pousse vers l'ouest, donc il est revenu dans le nord-est de l'Allemagne. Il y a des observations parfois à la frontière Pays-Bas-Allemagne. La Tchécoslovaquie, qui pour mémoire était à la même latitude que la Normandie, est de nouveau peuplée donc, par les élans. C'est important de faire ce constat, puisque à une époque où on pense qu'avec le réchauffement climatique, les espèces doivent remonter vers le nord, celle-ci montre tout à fait le contraire, ce qui est assez réconfortant. Alors, quelques mots pour terminer. La réintroduction donc, et l'auto-réintroduction sont deux stratégies qui sont complémentaires au service de la naturalité. On peut se poser un certain nombre de questions. Est-ce qu'il faut réintroduire pour l'espèce ou pour la fonctionnalité qui y est associée? Quand l'espèce sauvage est disparue, est-ce que ça peut être intéressant de s'intéresser aux formes domestiques mais les plus primitives, de chevaux, de bovins, etc. Est-ce qu'il faut réintroduire l'animal en enclos ou en liberté, dans le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui le rewilding? Est-ce qu'il faut laisser faire naturellement, mais quid des discontinuités anthropiques, c'est-à-dire que nos élans qui poussent vers l'ouest, est-ce qu'ils pourront passer les lignes de TGV, les canaux à grand gabarit, les autoroutes, etc. Donc voilà, est-ce qu'il faut donner des coups de pouce ou pas? Ouais, tout ça, ça pose quand même un certain nombre de questions. Voilà, ça c'est en Allemagne. En Allemagne, on a commencé à lâcher des bisons comme ça un petit peu dans la nature. Je crois que les Hollandais sont en train de faire un peu la même chose. Je crois qu'en France, on est encore un peu timoré sur ce genre d'approche, malgré tous les efforts que Marc Michelot fait dans le cadre de son énergie, de son travail. Alors, pourquoi s'intéresser aux ongulés? C'est parce qu'en fait, ce sont des espèces clés de voûte, donc en ce qui concerne la biodiversité et la fonctionnalité. Vous avez ici un certain nombre d'éléments qui montrent tout l'impact donc des herbivores à la fois sur la biodiversité à travers les endocénosymbiotiques, à travers les parasites, à travers les sinusides de coprophiles et de nécrophiles, à travers les prédateurs, mais aussi en termes de fonctionnalité. Il intervient sur différentes mérocénoses comme les insectes floricoles, il crée des microbiotopes, c'est un corridor écologique à part entière, il développe les écotones puisqu'on ça permet d'avoir des mosaïques donc d'écosystèmes, et ça active également la microbiologie du sol. Donc c'est pour ça qu'on peut les considérer comme des architectes du paysage. Et je suis donc dans une phase quasi ultime pour vous montrer donc à la fois un insecte qu'on croyait disparu,
excusez-moi, je suis un peu entomologiste, donc je me lâche de temps en temps. Et donc ce diptère, en fait, est un diptère qui est spécialiste donc de la consommation de la moelle osseuse des ossements des grands mammifères. Et donc c'est une espèce qui était considérée comme disparue. On l'a retrouvée il n'y a pas tellement longtemps en Espagne, et j'espère que cette espèce pourra s'étendre avec l'extension donc de ces proies entre guillemets potentielles. On pourrait aussi se poser la question, aussi pour introduire les communications donc, de demain autour du loup, s'il y a plus donc d'herbivores sauvages, peut-être que le loup sautera un peu moins sur les moutons. J'arrive à la conclusion. Donc les grandes espèces mammaliennes ont particulièrement souffert de l'homme. Les protections relatives de certaines permettent à présent un retour dans des écosystèmes désertés et sous des latitudes jadis fréquentées. Mais ce retour ne peut être que relatif du fait de l'occupation des sols. Le rôle de ces espèces, donc, comme espèces structurantes des écosystèmes, commence à être reconnu, au moins pour une partie des scientifiques, des naturalistes ou des gestionnaires, mais il existe encore un grand vide scientifique autour de ces espèces. À défaut de certaines espèces sauvages disparues, leurs descendants domestiques peuvent apporter des fonctionnalités comparables, et dans divers secteurs, le rewilding ne sera pas possible donc, du fait de l'occupation du sol et des superficies allouées à la naturalité. Donc les clôtures seront sans doute nécessaires. Et ça pose tout ça, bien sûr, le problème de l'acceptation sociale qui n'est pas gagné, résistance au changement, compétition avec herbivores de rente, sécurité, problème de maladies infectieuses comme la tuberculose, etc. Voilà, je vous remercie. Alors, vous avez posé des questions qui vont être posées finalement tout au long des deux journées, des deux thèmes. Il nous reste la place pour une question. Une question, Valérie. Puisque tu as parlé de l'élan comme un cas particulier, dans la mesure où l'élan est un consommateur ligneux, est-ce que les forestiers vont accepter le retour de l'élan? C'est une excellente question. Alors je pense que les choses évoluent en ce qui concerne les forestiers, qui aujourd'hui font le constat que dans certaines forêts, je pense par exemple au bois de Notre-Dame, au sud-est de Paris, la nappe phréatique étant relativement élevée, de toute façon la foresterie ne veut pas s'implanter et pense maintenant à justement gérer des milieux de landes humides à l'aide notamment d'herbivores genre bison, élan, etc. Donc il y a des choses qui évoluent au moins chez certains forestiers. Maintenant, c'est sûr que la partition de l'espace, que je l'ai évoqué tout à l'heure, entre forêt gérée par les forestiers d'un côté et milieu ouvert géré par les agronomes de l'autre, ne laisse pas beaucoup de place aux herbivores sauvages puisqu'ils sont les malvenus dans un cas comme dans l'autre. Merci.